La petite pause, goûter, café, etc. Et on enchaînera sur Bernard Clavière qui est là. Voilà, je laisse la parole à Renaud et bonne continuation dans la conférence. Merci beaucoup. Je vais vous faire une présentation succincte de mon parcours pour vous dire pourquoi je suis là, pourquoi depuis quelques mois je fais des conférences, principalement en fait sur l'alimentation sonore et les échanges, la possibilité en fait des vibrations et du son. Donc voilà, moi je m'appelle Renaud Ruhlmann, je suis artisan photographe depuis 10 ans, je suis monsieur personne, je peux être tout le monde en même temps, j'ai pas de diplôme. Et en fait, ça fait 10 ans que je suis spécialisé dans la photographie de musique. J'ai poussé le truc assez loin, ça fait 20 ans que je fais du son, en fait, de la musique. J'ai testé différentes possibilités dans la musique. Et après, je me suis professionnalisé dans la photo de musique. J'ai rencontré énormément de musiciens et à un moment donné, là c'est un marché comme beaucoup de marchés, ils m'ont fait vomir la musique par les oreilles, parce que quand on connaît le cachet de certains artistes qui est proéminent, qui est effarant, alors qu'on sait la misère dans laquelle on vit, on va dire globalement, c'est une hypocrisie totale. Donc en fait, je suis parti ailleurs, au Guatemala, en fait, pour faire une deuxième vie. Et j'ai fui la musique qui est, on va dire, la partie occidentale du non-sens de ce qu'on vit ici. Je suis resté plus ou moins 3 ans en Amérique latine, entre le Mexique et le Guatemala, où là, en fait, je fuyais la musique, mais je suis parti en fait dans des fermes pour apprendre la permaculture, les différents types de possibilités de travail de la terre avec les techniques anciennes. Donc là, du coup, j'étais chez les Mayas. Et à un moment donné, en fait, c'est la nature qui m'a réveillé et qui m'a envoyé des fréquences de la musique, on va dire, quoi. Et plus je passais du temps, en fait, sans ondes électromagnétiques qu'on a en Occident, parce qu'on vivait sans électricité, plus, en fait, je me sentais bien. Et tous les matins, j'allais voir les ananas pousser. Je me suis spécialisé dans le cacao pendant 2 ans et demi, donc tous les jours, j'allais voir comment le cacao poussait. Et en fait, il y a un phénomène qui est assez surprenant, c'est que les plantes nous parlent. À un moment donné, en fait, quand on lâche un petit peu l'interaction avec tous les trucs du quotidien et tout, en fait, on s'aperçoit qu'on se connecte à d'autres choses que notre ordinateur, notre téléphone, et c'est beaucoup plus simple. Et voilà, je commençais à trouver un changement physiologique en fait en moi, où il y a des cycles naturels. Je ne sais pas si vous connaissez les biorhythmes par exemple. Donc là c'est des courbes naturelles depuis le jour de votre naissance, où là il y a 3 courbes différentes, émotionnelles, physiques et intellectuelles, de 23, 28 et 33 jours, qui vont donner des impulsions positives ou négatives, qui vont permettre de décharger ou recharger en fait notre potentiel. Et j'ai découvert ça en fait avec la force de la nature chez les Mayas, où j'ai commencé à travailler du coup beaucoup plus sur le phénomène de l'alimentation du coup physique, en comprenant cette interaction avec les nutriments et tout ce qui va être en fait cru, toutes les semences, toutes les graines, ou tout ce qu'on va manger qui ne va pas être cuit. Tout ce qui est cru, c'est là où on trouve en fait la meilleure nutrition. Dès qu'on commence à altérer en fait un produit, ou plus il vieillit, moins on a en fait de capacités nutritives ou d'informations qui sont bonnes en fait pour un autre organisme. Et ça du coup, pareil, ça m'a révélé énormément de choses, parce que j'ai une des avantages que j'ai dans ma petite culture, parce que j'ai absolument aucune culture en fait dans ma famille, que ce soit artistique ou mais j'ai ma grand-mère qui a tenu une épicerie fine pendant quelques années, donc du coup j'ai quand même une certaine culture de l'alimentation. Et par contre j'ai halluciné par rapport aux enseignements que j'ai eus en Europe, et ce que j'ai découvert là-bas, ça n'avait rien à voir en fait avec les programmes ou les enseignements qu'on a malheureusement ici, et un peu plus dur en France, quoi. Et de découvrir toutes ces possibilités en fait de la nature et ces connexions, ça m'a permis en fait de creuser un peu plus sur comment on peut rééquilibrer déjà sa santé en mangeant sain, parce qu'on est tous dans une vie qui devient de plus en plus effrénée. Le modernisme nous a vendu des outils formidables comme le micro-ondes. J'espère que personne n'en a à la maison. Et du coup, en fait, on est dans un non-sens de production où le modernisme et notre capacité ou non-capacité en fait à travailler nous permettent en fait d'acheter des choses à côté et de faciliter en fait par les supermarchés, on va dire tout le marché
de l'agroalimentaire européen nous facilite en fait l'achat en fait de produits faits main, quoi. Alors que le problème, c'est qu'on le sait tous actuellement, il y a beaucoup de mauvaises choses dedans, des pesticides. Les pommes, par exemple, que vous achetez quasiment dans n'importe quel marché, il y a entre 21 et 27 pesticides dessus. Plus elles brillent, plus il faut les quitter, il ne faut vraiment pas les toucher, celles-là. Et là, oui, on est dans un monde actuellement où on sait maintenant, avec le monde de l'Internet, c'est le fait qu'on puisse avoir des informations que des gros marchés comme l'agroalimentaire nous mentent depuis des années. Monsanto et compagnie nous donnent beaucoup de choses pour nous affaiblir et développer un autre marché qui est le marché de la maladie. Parce que du coup, vous avez vu que Monsanto et Bayer, par exemple, travaillent ensemble. C'est génial, il y en a, ils vendent des produits plastiques et les autres, ils vendent les autres produits plastiques. Donc c'est vraiment des marchés pour essayer de vous prendre un petit peu d'argent, parce qu'on est des bons consommateurs, et du coup, on est devenus des produits et plus des citoyens. Et ça, c'est vraiment horrible. Et là, du coup, on est dans une période où, si on se retrouve des journées comme aujourd'hui, c'est parce qu'on a cet éveil et cette envie de résistance par rapport à ce non-sens, et au fait qu'on est encerclé de plus en plus, soit par l'alimentation physique où on nous donne beaucoup de choses mauvaises à manger, et cette envie où on a envie de se développer soi-même, avoir ses libertés d'expression et pouvoir s'épanouir, quoi. Et la santé, ça devient une des obligations si on veut être autonome. Il faut être en bonne santé pour pouvoir agir et pouvoir développer les projets qu'on a. Donc, par rapport à la partie alimentation physique, ici, en Europe, c'est assez compliqué parce que vous savez qu'on a énormément de lois et qu'ils se calquent sur les lois américaines. Par exemple, quand KFC est venu en Europe, il y a eu des lois de l'Union européenne qui ont obligé en fait, qu'on fasse les mêmes traitements. C'est un mélange de javel et de je ne sais plus quoi. Mais du coup, tous les poulets européens subissent en fait le même traitement parce que on impose un nouveau marché, enfin, c'est pas un nouveau marché, mais du coup un développement qui va permettre de réduire telle ou telle nutrition ou aliment. Moi, ça fait 3 ans que j'essaie d'exporter des produits d'Amérique latine. Il y a des vétos sur les meilleurs produits naturels parce que du coup, ça ne rentre pas dans le marché. Si vous mangez trop bien, vous n'allez plus chez le médecin et si vous êtes trop en bonne santé, ça ne convient plus, quoi. Là, par exemple, je vais vous parler d'un produit qui s'appelle le moringa. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le moringa. Ça s'appelle l'arbre de vie. Ça vient d'Inde et il y a des scientifiques, il y a quelques années, ils ont été assez surpris de voir en fait une partie des Indiens manger que des feuilles. Et ils étaient en très très bonne santé. Et ils se sont dit, mais comment ça se fait, juste en mangeant des feuilles, c'est pas possible qu'on soit... Et en fait, cet arbre, il contient une nutrition qui est juste hallucinante au niveau de ses capacités. Et là, il commence à se développer. Il y a des gens qui sont en train de faire des cultures en Afrique, qui sont en train de faire des cultures en Amérique du Sud ou en Amérique latine. Et bizarrement, en France, c'est très très compliqué de faire de l'exportation et d'avoir du bon produit, parce qu'il y a des nouvelles règles de bio. Et là, comme vous avez vu que le marché, pour intéresser de plus en plus le grand public, on se retrouve où maintenant le bio il est chez Leclerc, chez Carrefour, et c'est devenu maintenant des rayons complets, quoi. Et eux, les gens, enfin la plupart d'entre nous, on ne sait pas qu'il y a différentes vitesses dans les lois. Et eux, ils sont favorisés avec les grands marchés et ils n'ont pas les mêmes impositions de bio que la Biocop, par exemple. Où là, il y a des tests super rigoureux et il faut être, je ne sais plus, à 93 ou je pourrais vous retrouver vraiment les pourcentages entre, on va dire, les deux économies, mais il y a un fossé énorme. Donc ce qu'on vend en plus chez Leclerc et tout ça, c'est pas du bio, quoi. C'est une illusion pour recréer un nouveau marché que les gens consomment en croyant qu'on leur donne quelque chose de bien, quoi. C'est comme ce qu'ils sont en train de faire avec un autre phénomène dans la santé qui s'appelle l'éthiopathie, qui est une alternative moderne de la médecine, où on essaie de vous vendre une alternative où on utilise la cybernétique. Je ne sais pas pareil si vous connaissez la cybernétique. Quand j'ai découvert en fait cette pratique médicinale et qu'on alliait ça à de la cybernétique, je ne comprends pas comment la médecine peut être alliée à des machines.
mais bon, ça c'est pareil, c'est des marchés qui se développent, où on essaye de prendre en fait ce qui fonctionne correctement en Orient ou en Amérique latine pour le marché occidental et du coup, nous, bons consommateurs, quoi, malheureusement. Donc du coup, par rapport à mes expériences, c'est la nature en Amérique latine qui m'a reconnecté, on va dire, avec tous les bien-être de l'alimentation physique. Donc du coup, recomprendre que les graines et principalement tout ce qui est cru va permettre de nettoyer et de purifier. Par exemple, l'ananas, ça purifie énormément l'intestin. C'est ultra bon pour une partie en fait de tout ce qui va permettre d'épurer, comme l'ail aussi par exemple. Et chaque fruit ou chaque végétaux a une propriété réelle et constante pour tel ou tel organe. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois il y a des organes qui, si on regarde au niveau de la symbolique, il y a certains fruits qui correspondent au niveau de l'organe, au niveau visuel, et qui ont des propriétés similaires ou qui vont agir. L'avocat, par exemple, est très très bon pour le cœur. Il ne ressemble pas forcément à un cœur, mais il est très très bon pour le cœur. Donc mon expérience quand je suis parti là-bas, j'ai pu, en fait, par rapport aux natifs, ce qu'on prétend en plus des civilisations primitives, qui sont beaucoup plus avancées au niveau des connaissances naturelles que nous, et que là, du coup, moi, la force était de constater que je vivais beaucoup mieux sans électricité et avec des fruits qui poussaient dans la nature que le supermarché du coin et mon ordinateur. Et sans les connaissances et sans l'expérience, tout roule, et on ne sait pas pourquoi on est malade. Et que là, mon expérience quand je suis parti là-bas, j'ai redécouvert des possibilités de nutrition et on va dire de se guérir sans les médecines, tout en fait le marché de la médecine qu'on nous vend. Donc là, pendant 3 ans, j'ai développé par exemple une chocolaterie au lac Atitlán, au Guatemala. J'étais dans une autre partie aussi qui s'appelle la vallée du Polochic au Guatemala, qui est près de la biosphère maya, où on a pu m'apprendre énormément de bienfaits par rapport à tous les éléments, on va dire, naturels. Et à un moment donné, comme je vous l'ai expliqué, ça fait 20 ans que je fais de la musique, je suis photographe de musique, il y a la musique qui m'a cherché quand même. J'ai rencontré des musiciens au Mexique jusqu'à la Colombie, et en fait, je me suis retrouvé à faire de la communication pour différents musiciens là-bas. J'ai collaboré pour un groupe qui m'a révélé en fait une information qui va être importante maintenant, un groupe qui s'appelle Balamartu, qui est un groupe qui fait du hip-hop, mais en maya, en tsururil, qui est une des langues, un des 23 dialectes mayas. Et en fait, eux, la chose qui a été surprenante, c'est qu'ils ne sont pas accordés comme nous, parce que depuis 1939, on a imposé une fréquence qui est le La en 440 Hz. Et du coup, depuis le marché de la musique, donc l'industrialisation et la commercialisation de la musique, on accorde tout le monde à cette fréquence-là, pour ce qu'on appelle la musique moderne, parce qu'il y a quand même pour, on va dire, ce qui est orchestre philharmonique, c'est 441, 442, 444, donc on n'est pas basé là-dessus, mais c'est une fréquence qui a été bloquée, et ça, du coup, ça m'a interpellé, parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille avec des gros musiciens, 10 ans en photo, et ça fait 20 ans que moi je triture le son. J'avais jamais entendu parler d'une autre fréquence que la nôtre. Donc ça a été une interpellation. Et dans le même moment, en fait, vu que je suis passionné d'histoire et d'ancienne civilisation, si je suis parti là-bas, c'est parce que quand j'étais petit, j'étais quand même assez fan des mystérieux cités d'or. Et les Mayas, en fait, du côté de Tikal, qui est au Guatemala, et Chichen Itza au Mexique, en fait, ils ont utilisé l'acoustique pour révéler des détails avec le son. En fait, par exemple, à Tikal, vous vous retrouvez entre deux énormes temples, celui du jaguar et des masques. Et quand vous vous retrouvez entre les deux, si vous faites un clap, le son que vous allez avoir en retour, c'est le son d'un animal qui s'appelle le Quetzal à Tikal. Et le Quetzal, on le connaît pour le Quetzalcoatl, qui est le dieu serpent à plumes chez les Aztèques et qui s'appelle Kukulkan chez les Mayas. Mais moi, mon cerveau a bugué en fait à partir de là, parce que je me suis retrouvé en fait dans la nature totale, c'est la jungle, 100% d'humidité, vous entendez des singes, vous êtes au milieu de nulle part, on vous dit que ça a été construit entre 3000, 15 000, ou suivant
les scientifiques ou les hypothèses, mais force est de constater qu'on est là, on tape dans ses mains, on a le son d'un oiseau qui retourne, quoi. J'ai travaillé avec des bons ingénieurs du son, mon cerveau a bugué. Je n'ai pas compris comment, en fait, naturellement, un écho et du coup l'utilisation de l'absorption de la pierre, beaucoup de choses techniques, permettait d'avoir une fréquence aussi fine. Là-bas, on n'a rien pu me dire. Les gens, c'est Pachamama, c'est la Madre Tierra, et du coup, c'est une relation organique avec la nature. Et vu que je suis, comme vous, occidental, moi j'avais besoin d'un programme occidental pour comprendre ça, quoi. Donc je suis revenu ici pour essayer de comprendre en fait ces phénomènes. Et direct quand je suis revenu, j'ai connecté les acousticiens du CNRS, qui sont Impasse Nikola Tesla à Marseille, et un ingénieur agricole qui s'appelle Yannick Van Doorn, lui qui a développé des techniques d'électroculture, qui est dans les Vosges. Et du coup, j'ai toqué les collègues acousticiens pour comprendre le phénomène de propagation physique du son, savoir comment une vibration se développe et quelle information est véhiculée par les fréquences. Et Yannick, lui, travaille sur le même phénomène, mais avec les végétaux. Il prouve depuis 17 ans, avec certaines fréquences, dont du coup la fréquence en 432 Hz avec laquelle mes collègues entre le Mexique et la Colombie travaillent en musique, qu'on fait pousser beaucoup mieux les choses. Lui démontre en plus avec cette fréquence-là que si elle est accordée, donc le La en 432 Hz, l'eau, il va y avoir une interaction avec l'eau. Si on est accordé à 432, le Ré va ouvrir plus la chlorophylle. Elle est à 384 Hz, je crois. Et le sol va oxygéner la Terre. Donc il y a une relation en fait entre les informations des fréquences déterminées. Il va y avoir une harmonie en fait qui va déclencher, on va dire, une interaction en fait entre l'émission et la réception. Donc moi j'ai trouvé ça phénoménal. J'ai passé une journée chez Yannick avec un collègue. On a vu son jardin. Il fait des pyramides en cuivre parce qu'il utilise du coup son électroculture. C'est comment on dynamise en fait avec du cuivre et les énergies magnétiques, la Terre tout simplement. Et lui il arrive à avoir des rendements à 200 à 300% plus hauts. C'est juste impressionnant. Juste en harmonisant, on va dire, et en trouvant les bonnes fréquences qui vont interagir avec lui, du coup il le démontre avec les végétaux, mais on peut l'étendre en fait à tout ce qui est organisme vivant. Donc les 4 règnes, minéraux, végétaux, animaux, et nous le 4e, les humains. Donc moi j'ai été stupéfait la première fois que je suis allé chez Yannick. J'ai renvoyé en fait les informations qu'il m'a données aux acousticiens. Et les acousticiens ils m'ont dit, un peu comme l'abbé Pierre, c'est pas possible. Et là j'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit c'est simple, les plantes elles ne sont pas d'oreilles. Elles sont démunies de dispositifs auditifs. Et là moi j'ai été là, je fais non mais comment un scientifique il peut dire ça? C'est parce qu'en fait ils sont spécialisés dans une partie. Et genre les acousticiens du CNRS, là, ils sont juste dans le phénomène de propagation et l'interaction avec les humains. Donc du coup, première réponse, c'est pas possible. Alors qu'il y a un autre collègue ingénieur qui montre que c'est très très possible, quoi. Donc là, je savais qu'il y avait quelque chose à gratter, et je me suis retrouvé à développer, puis aller voir différents scientifiques, médecins, pour comprendre en fait cette interaction, où là, ça me prouvait que les fréquences, si on arrivait à trouver la bonne vibration, on envoie la bonne information à tel ou tel organisme. Et que là, du coup, depuis le mois de juillet de l'année dernière, je permets à faire des conférences pour vous redonner en fait ces informations où en fait l'être humain fonctionne comme une radio. Donc après, si vous avez vu un petit peu avec, on va dire, la philosophie indienne, on a des chakras, des centres d'énergie, et qui fonctionnent avec des tores où du coup on a d'énergie qui tourne autour de nous, comme la collègue qui a montré un petit peu plus tôt ce matin avec les 3 corps, comme quoi on a vraiment une capacité qui s'étend, ce qu'on appelle aussi l'aura, où on a une amplitude invisible en fait qui se développe autour de nous et qui est fréquentielle énergétique. Et ces phénomènes, ici en Occident, on ne les connaît pas. Aller parler à un médecin par exemple de la glande pinéale, je crois qu'ils ne savent même pas où c'est ou si ça existe vraiment, quoi. Et il y a différents phénomènes comme ça que je me suis aperçu
Alors que j'ai 0 diplôme, je me suis aperçu que au niveau de la médecine, on ne nous parlait pas de tout. Par exemple, on est tricéphale, on a trois cerveaux. Le premier cerveau qui se construit, c'est le cœur, au bout de 28 jours. Après, physiologiquement, il y a un développement du cerveau tête avec le cerveau estomac qui est relié avec des neurones. Mais c'est tout le cœur qui impacte. Et le cœur, il a une amplitude de 60 fois supérieure à l'amplitude électrique du cerveau. Et il a une amplitude 5000 fois supérieure électromagnétiquement au cerveau. Donc en fait, notre cœur est impacté énormément par les ondes naturelles, parce qu'on échange là. Je donne de mon bon cœur des bonnes informations. Mais après, il y a tout ce qui est pollution avec les téléphones et tout ce qui est modernisme au niveau de l'électricité. Savoir que là, au niveau de l'électricité, il y a différentes impulsions. Ils jouent justement cette fréquence-là pour décentrer en fait les énergies qui sont en nous, quoi. Et que là, oui, comme vous le constatez, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a un petit peu marre d'être du bétail dans ce marché et qu'on aimerait bien comprendre un petit peu plus le fonctionnement de notre corps pour récupérer des points d'énergie et surtout comprendre comment on peut s'auto-guérir. Et là, moi, depuis le mois de novembre, je travaille avec un sonothérapeute qui s'appelle Émeric Blanc, qui a développé des techniques pour sonores, des codes sonores, on va dire. C'est un petit peu... je vais faire un parallèle par rapport au mantra indien et qui permettent en fait d'activer des interactions entre les organismes. Et ça, je l'ai expérimenté, c'est assez incroyable, ça fonctionne. On est en train de voir justement pour la tester avec la science, parce que c'est assez compliqué, comme vous le constatez avec Bayer et compagnie, de pouvoir donner réellement des résultats de choses qui sont citoyennes. Mais on a une personne qui s'appelle Joel Sternheimer dans les années 70 qui lui a développé quelque chose de valable, qui fonctionne très très bien, qui s'appelle la protéodie. Et la protéodie, en fait, c'est le phénomène, l'interaction qui a été prouvée scientifiquement, où une suite de notes ou une mélodie interagit sur les protéines. Ça peut modifier ou inhiber. Donc du coup, Joel Sternheimer, il a écrit les partitions des 23 protéines. Il a la partition pour le magnésium, le calcium, et je peux vous donner par la suite un lien pour la dernière émission qu'il a fait sur France Culture. Il arrive à un niveau tel où lui, en fait, il se récite comme frère Jacques, on va dire, dans sa tête, et il arrive à maîtriser en fait son calcium ou son magnésium, parce qu'il connaît en fait la mélodie qui va pouvoir interagir sur cette partie-là en fait du corps. On a un exemple aussi qui a été attesté, qui s'appelle le canon de Pachelbel, du XVIIe siècle. Et ce morceau-là, si vous l'écoutez une fois par jour, vous avez les composantes qui vont réguler vos 8 acides aminés dont vous avez besoin, qui sont essentiels chaque jour. Une écoute, ça permet d'activer, vous vous sentez super bien, c'est un morceau qui est magnifique. Et ça a été prouvé. Et la chose qui est intéressante, c'est que dans l'industrie du disque, il y a des gens qui l'ont réussi à utiliser. Donc il y a la partie gentille où là on a fait des slows avec pour du coup faire des choses mélancoliques et qu'on puisse vendre bien. YouTube par exemple avec le morceau With or Without You, c'est collé sur le canon de Pachelbel. Et par contre il y a des groupes comme là en plus c'est super bien, ils reviennent. Le morceau Hang Up de ABBA, c'est l'inverse en fait du canon de Pachelbel. Et celui-là il rend malade. Il a été repris par Madonna par exemple et voilà. C'est l'utilisation où il y a cette possibilité avec les mélodies de rentrer en interaction et du coup de modifier le comportement de la personne. Et ça du coup c'est assez intéressant parce que comme on sait qu'il y a un marché sur la médecine, on sait qu'il y a un marché sur la musique, on se dit tiens, pourquoi ils veulent nous vendre autant de produits aussi régulièrement et variés. Alors là, du coup je me suis documenté pour revenir aux origines. Et j'ai lu énormément de bouquins pendant, là ça fait 2 ans, et je suis tombé en fait sur une personne qui a écrit 2 monuments qui nous permettent de comprendre au niveau de la musique et de la santé en fait ce qui se passe au niveau des marchés. Après c'est une personne qui est un peu décriée, mais après il faut lire ses bouquins. Ce monsieur s'appelle Jacques Attali, il a sorti un livre qui s'appelle Bruit en 1977 et qui expose clairement les intentions du marché de la musique, on va dire depuis, pas les origines, mais comment ça a été contrôlé depuis la Renaissance. Et son 2e livre
qui s'appelle L'Ordre cannibale, qui expose clairement les faits du marché de la médecine, et il a écrit ça en 78. Donc le bouquin a 40 ans, et il explique déjà comment l'humain, dans la progression, il va accepter d'avoir ce qu'on a maintenant dans les téléphones, ou ce qu'ils mettent avec leur montre là, pour savoir son pouls et tout ça, et du coup tout le monde accepte en fait d'avoir du matériel où il y a 40 ans il fallait aller voir des spécialistes, et que maintenant ça n'embête personne de mettre une balle ou de changer, d'avoir un accessoire plastique. C'est devenu une banalité, où en plus on le voit avec le développement du marché de la chirurgie esthétique. Il y a énormément de gens qui sont contents de se modifier physiquement. C'est assez dingue. Et un des trucs que j'ai trouvé hallucinant du coup dans la lecture de ces deux livres, c'est la dissociation en fait qu'il y a eu dans les phénomènes de marché, et c'est les marchés, la propriété en fait, qui nous a réduit cette capacité à donner du qualitatif, parce que forcément il y a l'équilibre entre qualité et quantité. Les marchés développent de la quantité et sont pas là pour nous rendre service, quoi. Et pour cette histoire, la dissociation, en fait, on a fait deux marchés, un marché de la musique, un marché de la médecine, mais avant ça, en fait, il y avait un monsieur qui s'appelait le chaman, et lui, il rassemblait en fait les deux. Et il n'avait pas besoin de vendre des médicaments parce qu'il soignait avec le son. Il connaissait les interactions avec les minéraux, ce qu'on fait maintenant avec ce qu'on appelle la lithothérapie. Il soignait les gens. Et que là, on est en train de développer certaines thérapies qui sont valorisées et validées par les scientifiques, comme l'année dernière, la sylvothérapie a été officialisée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a de plus en plus d'associations. Moi, j'en ai vu une dans les Vosges, où en fait, ils vous proposent de faire un tour dans la campagne et de faire des câlins aux arbres. Parce que les essences des arbres, elles ont telle ou telle vertu, et que si vous connaissez la vertu on va dire, du saule pleureur, de l'être, du sapin, de différents arbres, ça va vous redonner un afflux énergétique si vous êtes en carence de calcium, d'une protéine, ou du coup les arbres vont vous permettre de redonner ça. C'est assez intéressant. Les huiles essentielles, par exemple. Les huiles essentielles, on sait qu'elles fonctionnent de la même manière. Et là, du coup, c'est le côté bien intéressant, c'est que c'est une communication. Donc, qui dit communication, dit échange d'informations. Et l'information, elle passe par une vibration. Donc, comme le disait Nikola Tesla, si on veut tout comprendre, en fait, notre univers, faut essayer de raisonner en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Et en fait, tout ce qui vibre et qui est un organisme vivant a une fréquence. On va dire chacun, on a comme un code barre énergétique, et on a chacun notre fréquence. Chacun vibre vraiment à une fréquence particulière. Et les minéraux, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a la force, suivant les gens qui croient ou qui ont expérimenté les vertus des minéraux avec la lithothérapie, il y a des minéraux qui correspondent plus à tel ou tel état de conscience, ou qui vont plus améliorer l'état de santé de certaines personnes. Parce que dans le quartz, il y a telle ou telle capacité, dans la labradorite, dans la shungite, dans la célestite, il y a énormément en fait, de vertus, parce que c'est des fréquences qui vont permettre de réguler des états d'esprit, des états d'âme. Parce que dans cette signature fréquentielle qu'on a, si on veut évoluer, il faut monter en vibration. Et il y a un phénomène qui a été découvert par un monsieur qui s'appelle Schumann, on a appelé les ondes de Schumann, qui nous ont révélé en fait la fréquence de la Terre. La Terre vibre. C'est un peu comme en électricité, quand on a besoin d'avoir ces trois phases, positif, négatif, on est obligé d'être à la Terre pour avoir une connexion. Nous, c'est pareil. Et le malheur, on est tous pareils. On est isolé avec du caoutchouc. On n'a pas les pieds à la Terre, on n'est pas à la Terre. Et pareil, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les nouvelles thérapies qui reviennent, on vous conseille fortement de marcher au moins une demi-heure pieds nus dans la Terre, ou être en contact. Parce qu'en plus, on vit dans des villes et c'est goudronné, donc il y a déjà des isolants à la Terre. Et on essaye de nous couper en fait, de la Terre. Et ça, c'est un truc fondamental. Je vous conseille fortement, si vous ne le faites pas, au moins tous les jours, une demi-heure.
Si vous n'avez pas de terre et que vous habitez dans la ville, c'est un peu contraignant. Après, il y a des dispositifs aussi qui existent, qui permettent d'avoir les pieds à la terre. Je rebondis là-dessus, parce que là, je commence à faire partie d'une association qui est du côté de Perpignan, qui s'appelle Les Pieds à la Terre, et qui permet de revaloriser en fait ces connaissances par rapport aux problèmes des ondes électromagnétiques, comme le Linky, ou les problèmes d'eau. Comment osmoser et réguler l'eau qu'on a pour s'alimenter correctement. Parce que l'eau, pareil, c'est une des fondamentales. On est constitué plus ou moins, on va dire, entre 60 et 70% d'eau au niveau masse. Mais il y a un professeur physicien qui s'appelle Marc-Henri, qui collabore avec Luc Montagnier, qui est prix Nobel, parce qu'il a découvert le virus du VIH dans les années 80, il a été prix Nobel dans les années 2000, et il travaille sur la mémoire de l'eau, à comprendre comment notre eau fonctionne à l'intérieur. Et Marc-Henri m'a dit qu'on a deux eaux en fait différentes, qui ont la capacité de passer dans des endroits différents pour rentrer de l'information. C'est un petit peu comme un péage, et il y en a un qui a le truc pour aller sans s'arrêter, et il y en a une autre qui est prédisposée pour aller dans d'autres parties de l'organisme. Et cette eau-là, en fait, elle constitue en fait 99,9% de ce qu'on est. Et ce qui est intéressant, c'est que les physiciens, les scientifiques, ils n'ont toujours pas pu nous apporter la preuve dans un microscope de comment elle est vraiment, quoi. Mais on est constitué de 99,9% en fait de cette matière, qu'a du coup une mémoire. D'où le terme mémoire de l'eau qui a été développé par Jacques Benveniste, créateur de l'homéopathie dans les années 80, et qui s'est fait sabrer au niveau des médias et au niveau international quand il a voulu révéler ses travaux sur la mémoire de l'eau. Et du coup, ça n'a pas du tout abouti à l'époque, parce qu'il travaillait déjà sur quelque chose de relativement conséquent. Son assistant de l'époque, Luc Montagnier, a continué ça, et c'est pour ça que maintenant il travaille dans une université en Chine, parce qu'à 65 ans, on lui a demandé de partir gentiment à la retraite, parce qu'en même temps, ses travaux ils sont un petit peu risqués par rapport à l'éveil collectif de ses connaissances. Parce que là, on essaye, dans les actualités, il révèle les problèmes des vaccins, par exemple. Parce que là, les vaccins, ils ont de l'aluminium. Il y a énormément en fait, de choses qui vont permettre de rentrer en vibration, mais de descendre en fait, la vibration pour accumuler les maladies. Et là, lui, il dénonce totalement ça. Et le souci, c'est que M. Montagnier, il est prix Nobel parce qu'il a découvert le virus du VIH, mais il dénonce en même temps que même le virus du sida, il peut être apparenté à une grippe. Il s'avère que dans les recherches de la mémoire de l'eau, en fait, en nous, on a déjà toutes les maladies. C'est comment on va les activer. On a déjà toute la mémoire, en fait. On a la mémoire de tout. L'eau, elle véhicule partout, on en boit et tout, on a déjà cette information. C'est comment nous, en tant que radio, comme je l'ai présenté au début, c'est comment nous, en radio, on va activer ou désactiver des fréquences. Parce que pour l'instant, on est programmé, on a des programmes, donc on s'active par rapport à des croyances, par rapport en fait des fréquences qu'on nous inculque. Alors qu'en fait, on a la possibilité d'interagir en fait avec toutes les fréquences, et du coup avec toutes les fréquences des organismes vivants, et ceux qui sont naturels. Alors que là, maintenant, on nous met en plus des ondes synthétiques, électromagnétiques, comme le Linky et tous les apports des nouvelles technologies qui rentrent du coup en conflit en fait, avec les ondes naturelles. Et c'est là aussi un gros souci sanitaire, avec par exemple le Linky, où on a quand même l'ancienne ministre qui demande d'arrêter la pause publique, parce qu'on sait très bien que les ondes pulsées à l'intérieur vont générer en fait des fissures qui vont permettre en fait aux pathologies de rentrer et d'activer en fait les phénomènes comme l'autisme, la maladie de Lyme, et il y a d'autres choses comme ça que Luc Montagnier dit clairement, c'est à cause de ces nouvelles technologies. On se rend malade en fait avec le modernisme. Malheureusement, c'est l'électricité qui commence à nous broyer au niveau de tout ce qui est pathologie cérébrale et on va dire neuronale. Ça c'est vraiment un problème sanitaire actuel, parce que ça fonctionne aussi malheureusement avec ce qu'on nous envoie avec les avions et avec les vaccins. Ça permet en fait de brider notre potentiel, parce qu'en même temps, il y a la Terre qui se réveille. La Terre et la résonance de Schumann, au début elle était à 8 Hz, qui est plus ou moins une harmonique du coup du 432 Hz, et là elle commence à monter en vibration.
Et cette montée en vibration, elle correspond en même temps aux états de notre cerveau. On a différentes parties, alpha, theta, et c'est des différents stades en fait de conscience qui vont permettre de vibrer, d'être en harmonie. Et plus la Terre vibre, plus on s'éveille. Et eux, à côté, si vous voyez les développements, je ne vais pas citer de marque, mais on se développe, là maintenant on est à 4G, il va y avoir la 5G, et du coup, en fait, tous ces phénomènes-là, c'est des fréquences qu'on nous met au-dessus de la tête pour pas que, du coup, on arrive à vibrer correctement par cette mise à la Terre. Et ça, du coup, c'est assez impressionnant. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de diplôme, je parle quand même 3 langues, j'ai appris l'espagnol en Amérique latine, et puis avec mon travail de photographe, je parle anglais. Mais sinon, biologie, les compréhensions de tout ça, j'avais aucune notion. Et avec l'essai documentaire que je fais depuis 2 ans, je suis retourné en France, c'est les développements avec les médecins, les scientifiques avec qui je collabore, qui me permettent de vous redonner en fait ces informations et qui nourrissent en fait le développement. Où moi, ça arrive en fait juste d'un clap où j'ai entendu le son d'un oiseau et j'ai pas compris en fait la puissance de ce son-là, et comprendre déjà matériellement comment le son se diffusait, et que force est de constater que c'est lié directement en fait à notre bien-être et à notre santé. Et que moi je parle pas de vérité, mais c'est des harmonies, c'est comment en fait on peut harmoniser son environnement pour être en paix. Parce que du coup la vérité, quand on voit les religions, la politique, à chaque fois c'est des conflits et c'est des guerres. Donc il vaut mieux éviter ça et se centrer sur autre chose et penser plutôt à une harmonie qu'être en quête de quelque chose qui à un moment donné va être obligatoirement une déception. Parce qu'on a tous expérimenté ce genre de chemin, quoi. Donc là, je suis arrivé à un phénomène assez intéressant où, comme je vous ai dit, Joël Sternheimer il nous a prouvé avec les protéodies qu'on peut avoir une interaction. Vous pouvez aller voir sur Internet, il a fait une boîte qui s'appelle Génodique, qui traite des champignons ou des vignobles grâce à certaines notes. Et même chez vous, vous mettez le canon de Pachelbel à vos plantes, elles vont pousser 2 fois plus rapidement. Juste ça. Hein. Les 4 saisons de Vivaldi, par exemple, parce que lui aussi il était en 432, ça fonctionne. Je peux vous donner une liste en fait de morceaux de musique classique qui marchent super bien et qui sont en adéquation avec les protéines et puis les acides aminés. Et là, du coup, moi je m'aperçois dans ce domaine-là, au niveau de la santé, que en fait, les ondes et l'information qu'on peut envoyer par une fréquence, qu'elle soit sonore, donc du coup audible, entre les 20 Hz et les 20 000 kHz qu'on est normalement censé entendre avec nos oreilles, en fait ça nous impacte directement et ça peut changer réellement quelque chose au niveau physiologique mais aussi physique. Et là ça devient vraiment intéressant parce que du coup ça veut dire que potentiellement en fait on peut tous se soigner en chantant. C'est pour ça que j'ai commencé à vous dire moi je chante pas. J'apprends. Et ça devient vraiment intéressant parce que pareil, ça devient dans les alternatives où quand je reprenais par rapport au chaman, c'est pas ancestral, mais c'est ce qu'on avait dans les anciennes cultures avant que malheureusement on arrive depuis le XVe siècle à un développement de marché international où on a créé des besoins d'une minorité pour s'enrichir sur la majorité. Et que là, il y a une dégénérescence en fait de quasiment tout. Je ne veux pas dire que tout est parti en latte, mais du coup, on a toujours divisé, parce qu'à un moment donné, comme vous le voyez, un marché, il va jusqu'au monopole d'une personne, et si vous voulez créer d'autres richesses, il faut créer un autre marché. Ou de la concurrence, mais il faut trouver en fait des alternatives. Et là, ça fait 5 ou 6 siècles qu'on se retrouve dans des situations de marché. C'est pour ça qu'on a divisé au début le chaman, et qu'après on a créé le marché de la médecine, avec les druides, où c'est des apothicaires, on a commencé à faire des remèdes naturels, où du coup on a utilisé ce qui était de la nature, et puis après il y a l'industrie qui est arrivée dans le 18e, et puis on a synthétisé les molécules. C'est pas mal en soi de synthétiser, parce que la synthétisation, elle permet quand même, là j'ai l'exemple avec la musique, où on est arrivé à un niveau tel de technologie, où la synthétisation digitale envoie la même information que l'information organique. On va dire un piano qui a été enregistré
on va dire dans le studio Abbey Road en Angleterre ou de la Philharmonie de Boston. Maintenant, avec les ordinateurs, en fait, on peut avoir le même son. Et du coup, l'information passe de la même manière. Et Luc Montagnier, pareil, dans le documentaire sur la mémoire de l'eau, le prouve aussi avec une machine où lui, il envoie la fréquence, en fait, avec une bactérie qu'il y a eu dans l'eau qu'il avait, lui, dans son laboratoire en France. Et il envoie des collègues, il envoie juste la signature, en fait, digitale. Et il arrive à recopier, en fait, dans une eau neutre, ce qu'il y avait en France, quoi, sans qu'il y ait eu une interaction physique, juste en fait avec la fréquence digitale de la vibration de l'eau. Ce qui prouve qu'en même temps, on peut véhiculer des informations, on peut les reproduire, on va dire à l'identique, mais sans avoir d'interaction physique. Donc là, c'est le domaine de l'invisible qui est intéressant, parce que pareil, au niveau électrique, moi, ces recherches m'ont amené où une des premières personnes qui a développé l'électricité, c'est M. Maxwell. Et lui, en fait, il a commencé avec l'électricité par induction. Et les premiers documents qu'on retrouve des années 1860, développement du train, des tramways, les tramways fonctionnaient par électricité à induction. Il n'y a aucun câble. Les câbles sont arrivés, on va dire, à partir de la Première Guerre mondiale. Vous avez une foire qui a été faite en 1912, qui a été la foire à l'électroculture. Il n'y en a eu qu'une au monde. Et ils n'ont pas voulu la reproduire, parce que dans les premiers retours qu'ils ont eus, ils n'ont pas trouvé normal. Enfin, du coup, c'était des grands viticulteurs. Ils n'ont pas trouvé normal qu'en soumettant à un vin une petite piquette avec 2 heures de son ou avec vraiment une fréquence déterminée, il devenait aussi bon qu'un grand cru. Donc là, ils voyaient quand même le potentiel, en fait, si vous avez la bonne fréquence, on va dire c'est un petit peu aussi comme si vous êtes en voiture, vous écoutez la radio, et à chaque fois on est entre 2 antennes, il faut que ce soit l'antenne la plus proche qui nous donne le meilleur signal. Mais à un moment donné, on aura des petits parce qu'on est entre deux, quoi. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de subir, on est entre 2 fréquences, et par exemple le 440 en musique, c'est pas forcément la fréquence la plus harmonieuse qu'il y a par rapport aux organismes vivants. Comme Yannick Van Doorn le prouve avec la fréquence de 432 Hz, il y a une évolution et un potentiel harmonieux qui est beaucoup plus important avec d'autres fréquences. Et là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait l'interaction de cette alimentation sonore qui nous permet en fait de comprendre qu'on peut s'auto-alimenter, s'auto-guérir, et avoir un potentiel en fait de reconnexion harmonieuse avec les différents règnes, comment les minéraux peuvent nous apporter pour des équilibres, les végétaux ou aussi les animaux, parce que du coup je n'ai pas parlé de thérapie animale, mais je pense que vous avez tous entendu parler de la rencontre-thérapie et des vertus des rencontres des petits chats. Et ça fonctionne vraiment, c'est testé scientifiquement avec d'énormes vertus jusqu'à même la guérison de cicatrices. Parce que le ronron a une telle fréquence que ça permet d'apaiser la fréquence cardiaque ou humaine, et ça permet en fait de s'apaiser et de s'auto-régénérer. Et du coup, de ne plus avoir une fréquence disharmonieuse, mais rentrer en fait en harmonie avec une fréquence qui est favorable à une reconstruction générative. Alors que là, on est plutôt dans une société avec des technologies qui sont dégénératives. Et là, on a la chance d'avoir des cailloux, des plantes, des chiens, des chats, qui nous prouvent que, en fait, on fonctionne comme eux. Et que là, notre société de consommateurs, ils ne veulent pas du tout qu'on dise on fonctionne comme un chat, ou on fonctionne comme notre plante qui aime bien écouter du Pink Floyd, ou les cailloux qu'on a dans le jardin et qu'on sent qu'ils nous font quelque chose. Et là, on est à la fin d'un cycle où ils sont en train de tout faire écrouler, que ce soit au niveau des banques, l'agro-industrie. J'ai encore vu, malheureusement ce matin, qu'on a mis des policiers devant la poste parce qu'on veut leur faire le même traitement qu'avec les cheminots. On passe à l'absurde total dans notre société, et on essaye encore de nous conditionner par rapport à ces vibrations d'oppression, de peur, avec le pseudo-terrorisme qu'on a depuis... Daniel Balavoine en parle à Mitterrand avant les élections, parce que justement c'est Jacques Attali qui l'avait invité pour essayer de valoriser Mitterrand par rapport à la jeunesse.
Et il dénonçait déjà le terrorisme. C'est pas d'aujourd'hui tout ça. C'est un mouvement qui est généré pour un marché de la peur. Je vous parlais de marché tout à l'heure, tout est marché. Les guerres, je pense qu'à un moment donné, vous savez que les guerres ne sont pas faites, c'est des marchés aussi. Derrière, c'est du profit, c'est des produits, comme là on est en train de voir avec la Syrie, c'est du gaz. Ou avant, c'était le pétrole. Et là, force est de constater que là, du coup, on arrive quand même à récupérer des connaissances. Du coup, on est plusieurs à pouvoir ouvrir sur des expériences de vie différentes. Et moi, celle que je peux vous proposer et partager à partir d'aujourd'hui, c'est comment on peut réellement soigner avec les ondes. Parce que là, du coup, avec mon collègue Émeric Blanc, donc sonothérapeute, depuis le mois de novembre, on est en train de pratiquer, grâce lui à son expertise et au fait qu'il a développé du coup, les codes sonores qui sont comme des mantras et qui agissent directement sur le physique et du coup qui vont permettre de remettre des organes et du coup de réharmoniser, recentrer en fait l'être. Et là, comme Joël Sternheimer, j'ai d'autres exemples à vous donner, ça fonctionne réellement. Parce que du coup, on fonctionne comme une plante et il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est les plantes, elles absorbent du CO2, mais nous, on absorbe de l'information. Et à un moment donné, il faut bien qu'on la recrache, cette information. Et c'est là où le cycle de la nuit est important avec la mélatonine et savoir comment se construit en fait les cycles de jour avec la sérotonine et le cycle de nuit, de sommeil avec la mélatonine. Et que là, du coup, on est dans une société où les gens, ils ont de plus en plus de stress, on s'oxyde. Donc là, si vous ne voulez pas vous oxyder, les premiers produits, c'est les amandes et puis le cacao, c'est les plus gros antioxydants. Mais le souci, c'est que ça dérégule du coup l'harmonie et on ne retrouve pas en fait un cycle naturel pour enlever les informations du jour. Et en fait, ce terme-là, malheureusement, j'ai plus en tête le nom du scientifique, mais on doit faire de l'exformation. On doit ressortir ça. Parce qu'en fait, l'information, il ne faudrait pas qu'on la garde. On l'analyse, on traite notre expérience personnelle. On doit la sortir au plus vite, parce que sinon, ça devient une pollution. Et qui dit pollution, ça devient une maladie. Et du coup, on se rend malade, en fait, à avoir trop d'informations. On va dire, on va nourrir aussi cette partie de l'ego et cette capacité qu'on a à vouloir maîtriser les choses. Et du coup, c'est « je connais la vérité ». C'est encore un problème. Il n'y a pas de vérité. L'harmonie, c'est pas aller chercher l'absolu, à comprendre tout. On est là pour faire une expérience, on n'est pas là pour maîtriser ce qui se passe. On est là pour essayer de vivre en harmonie avec tout ce qu'il y a autour de nous et vivre cette expérience sereinement. Et du coup, le son apparaît comme une alimentation qui est assez intéressante à développer pour réharmoniser et enlever les carences qu'on a par rapport à ces oppressions, les peurs, et on va dire tous ces programmes, ces enseignements malheureux qu'on a principalement dans notre société capitaliste occidentale et qui vont permettre de nous changer en fait en bons consommateurs et en produits malheureusement. Parce que là, quand vous avez la gratuité de quelque chose comme les réseaux sociaux, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, c'est que vous donnez quelque chose d'intéressant. Les boîtiers Linky, c'est pareil, le problème qu'il y a, c'est que c'est révélé qu'on donnait vos données personnelles à des entreprises tiers qui vont travailler sur combien de fois vous ouvrez votre frigo et savoir en fait tout ce que vous faites pour savoir encore mieux vous vendre des produits. C'est malheureux, mais on est dans une société où on n'est plus du tout respecté en tant qu'humain et on n'a plus de liberté. On doit se contraindre à une société, un système de marché où on doit consommer et on ne doit pas demander pourquoi, on doit juste se taire. C'est triste, mais c'est la réalité actuelle. Et ça me fait juste penser, oui, par rapport en fait à cette alimentation, parce que j'ai parlé de Yannick tout à l'heure. Et en fait, Yannick, elle était une des personnes à me dire une chose qui m'a choqué au début et que je commence à assimiler de plus en plus. L'alimentation physique représenterait uniquement 10% de nos besoins énergétiques quotidiens. On va dire les produits alimentaires qu'on mange tous les jours ne représentent que 10%. Les 90% qui restent, la lumière du soleil, pas celle-là, parce que celle-là elle est fausse, elle est synthétique, et du coup en plus on l'entend, elle vibre, du coup elle apporte beaucoup de choses qui sont relativement malsaines, mais c'est déjà la lumière du soleil, c'est notre première alimentation.
C'est pour ça qu'on conseille quand même de sortir le plus possible, et qu'on voit aussi que malheureusement dans d'autres pays, on est le pays où on mange le plus d'antidépresseurs, on a des régions comme la région parisienne, où moi j'ai habité en Franche-Comté, en Alsace, c'est des régions où pendant 6-7 mois, des fois l'hiver, on peut ne pas avoir le soleil. Tout à l'heure on parlait du Québec, moi j'ai des amis à Montréal, ils prennent énormément d'antidépresseurs parce que pendant 6 mois ils ne voyaient pas le jour. À Montréal ils ont des passages en fait souterrains pour justement être dans un conditionnement superficiel d'ondes. Parce que pendant un moment donné, la nature ne donne pas suffisamment, donc du coup ils se retrouvent en carence. Donc on donne des médicaments pour enlever ça. Donc le soleil, parce que du coup c'est des ondes aussi, c'est des fréquences. Si la beauté de la nature nous montre tous les matins, vous regardez un lever de soleil, vous avez les 7 couleurs des chakras. Ça commence avec le rouge du soleil, mais la première c'est le violet qui disparaît avec le bleu, l'indigo, le bleu, et toute la coloration va faire venir le début du jour. Et le lever de soleil nous permet déjà d'avoir toutes ces informations fréquentielles dues à la luminothérapie. La lumière, avec le son, on va dire, c'est nos deux alimentations principales au niveau énergétique. Et après, du coup, ça va être l'alimentation physique et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je travaille énormément en fait sur le son et la lumière. Et là, comme vous l'avez vu, moi, je préfère en fait avoir une interaction où je suis sur de l'improvisation. Parce que c'est des documents, j'ai travaillé ça, mais je ne veux pas faire un copier-coller à chaque fois. Parce que là, le plus intéressant, il va venir, vous allez poser plein de questions et on va pouvoir échanger. Donc là, je ne sais même pas combien de temps on a pris. Mais si vous avez des questions, parce que là, je vous ai énuméré pas mal de choses, j'aimerais bien qu'on discute ensemble, parce que je suis sûr que vous avez des expériences. Et moi, le but justement de mes conférences, c'est surtout les débats. Parce que là, je vous présente une partie, et je vous présente une partie de ces travaux sur l'alimentation sonore, mais après c'est justement les questions et vos expériences qui permettent de nourrir ces échanges. Quelqu'un a une expérience ou une question à poser? Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du son binaural, ce qu'on trouve sur Internet? Alors le son binaural, là c'est en train de revenir à la mode. Moi j'ai discuté avec un des 2 laboratoires en France qui s'appelle le Orange Lab qui est à Brest. Et en fait, si vous voulez, le son binaural, c'est en train de revenir un peu à la mode parce que c'est comme le bio, il faut développer des marchés puis il faut revenir. C'est comme vous entendez. Le binaural, c'est la réalité. C'est comment vous entendez, parce que vous avez des oreilles qui sont des 2 côtés. Et il y a un phénomène qui s'appelle l'effet Doppler, genre l'ambulance quand elle passe, qui vient de plus en plus vite. Et c'est vos oreilles, de la manière dont elles sont placées, c'est principalement chez les mammifères que c'est comme ça vous permet de géolocaliser en fait d'où provient le son. Et cette géolocalisation, elle est super importante, parce que, on va dire, au niveau de la fréquence qui passe dans l'oreille gauche, si on est genre, on va dire, à 500 Hz, ça ne sera pas pareil dans l'autre oreille. Il y a une différence entre 8 et 15 Hz qui va permettre d'activer, et à l'intérieur, en fait, le fait qu'il y ait cette désynchronisation, ça va permettre d'avoir des informations qui vont connecter plus vite les neurotransmetteurs et qui vont donner plus d'informations. C'est comme ça qu'on va beaucoup plus précisément géolocaliser quelque chose. Et le problème qu'on a eu avec le marché de la musique, c'est qu'on est passé à la stéréophonie. Et la stéréophonie, vous avez la même fréquence dans les 2 oreilles. Après, ils sont en train de nous faire croire à une révolution avec le binaural, mais en fait, le binaural, c'est comme on aurait dû faire avant la stéréo. On n'aurait même pas dû avoir de stéréo. C'est comment on entend et comment les informations arrivent des 2 oreilles pour permettre de générer des informations optimales. Et là, du coup, il y a un avantage en train de travailler thérapeutiquement, parce que du coup, ça permet d'avoir un afflux d'informations et permettre une meilleure compréhension du coup, de notre organisme à traiter en fait tous les bienfaits de ce qu'il peut y avoir dans ce flux informationnel. Donc si c'est de la musique qui est faite en conscience, là ça pourra apporter de réelles choses. Après si c'est utilisé avec la musique techno ou les marchés, ça apportera l'inverse. Un petit peu l'exemple du morceau de Pachelbel et de ABBA que j'ai donné avant.
Tout dépend de l'utilisation. Si c'est pour le marché, on sait que c'est compliqué et puis qu'on n'a pas forcément de bienfait. Mais ça marche super bien. C'est une technique qui revient et que là on développe de plus en plus thérapeutiquement parce que ça permet un afflux et une meilleure qualité d'alimentation sonore. Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut se fier à son intuition quand on écoute un morceau de musique? S'il y a des morceaux de musique qui nous font vibrer, même si c'est une musique pop ou du métal, etc., est-ce qu'on peut... Ça veut dire que ça résonne bien par rapport à la résonance qu'on a à ce moment-là, ou il faut quand même se méfier de certaines musiques un peu commerciales qui nous donnent envie d'écouter, mais qui nous font peut-être du mal à l'intérieur? Alors, merci, c'est super intéressant. Parce que là, ça fait 1 an et demi, moi je suis photographe de musique, et j'ai repris contact avec mes collègues, mes contacts, et j'ai fait, on va dire, 150 entrevues avec des musiciens internationaux, musique classique, jazz, hip-hop, musique électronique, métal, musique du monde. Et ces entrevues, on les a fait sur l'influence émotionnelle de la musique. Et comment du coup des gens vont se professionnaliser et prendre du coup la responsabilité de cette écriture pour partager des émotions avec la musique. Et il s'avère que dans le marché de la musique actuelle, il n'y a pas beaucoup, c'est pas une majorité en fait de musiciens qui sont conscients de l'impact de leurs émotions sur les autres, parce que c'est un marché. Mais la chose qui est intéressante, c'est que oui, instinctivement, c'est les émotions qui vont jouer. Après, il y a le phénomène où on a tous vécu, depuis le jour de notre enfance, on écoute de la musique en 440 Hz. C'est pas qu'on n'est pas sur la meilleure fréquence, mais du coup, on nous influence par rapport à cette fréquence, et du coup, on influence nos émotions. Donc ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant, parce que moi, là, ça fait 1 an et demi que j'expérimente en tant que musicien la fréquence de 432 Hz, et moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus harmonieuse. Et après, on a des preuves avec Yannick, avec beaucoup de solutions mathématiques qui prouvent qu'harmoniquement, il y a des fréquences qui vont permettre d'avoir un bien-être ou de se sentir émotionnellement mieux. Après, c'est difficile parce qu'on a tellement d'affluence maintenant qu'il y a des musiques qui peuvent nous apaiser, mais ça peut être, on va dire, le premier degré de lecture, mais qui va dérégler quelque chose. Comme le problème des médicaments, quand vous regardez la notice, il y a toujours des contre-indications, et que là, c'est pas que c'est propre à chacun, mais c'est par rapport à son état émotionnel et l'ancrage, on va dire, l'harmonie qu'on a déjà en nous, quoi. Ça peut créer des mal-être ou des bien-être, quoi. Par exemple, pour la musique, j'aime bien cet exemple-là parce que ça peut surprendre. La musique métal ou noise, qui est vraiment un genre qui envoie, a des buts thérapeutiques. On l'utilise en Belgique, bon après c'est pas des hôpitaux super joyeux, mais c'est des hôpitaux psychiatriques ou dans les asiles, parce qu'en fait les gens qui ont des pathologies comme la schizophrénie ou cette musique-là dite violente va permettre d'avoir une violence au niveau des neurotransmetteurs et de réactiver en fait des actions qui ont été oubliées parce qu'il faut quelque chose de plus fort, un petit peu comme un électrochoc. Et la musique métal, c'est très intéressant parce qu'elle permet de faire des électrochocs. Et en plus, apparemment, là sur Spotify, c'est le style de musique qui est le plus écouté actuellement. Donc ce serait intéressant de regarder si c'est par rapport à l'oppression actuelle que les gens retrouvent, on va dire, un bien-être. Parce que pareil, ça c'est au niveau de la musique, elle a été développée parce que c'est un mouvement pour atténuer la violence. Parce qu'avant, quand c'était le chaman et tout, la musique, on dit la musique adoucit les mœurs. C'est parce qu'en fait, il y a une interaction et ça permet d'apaiser et de conditionner en fait la violence. Et il y a des styles de musique qui ont été développés, malheureusement, par des agences et des structures et pas par les musiciens comme on croit, pour justement garder, on va dire, une partie de la population et qu'ils soient contents avec leur musique pour pas qu'ils aillent dégrader ou saccager des quartiers. Et on a développé des styles de musique pour garder, en fait, on va dire, les violences à l'intérieur des gens.
Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on écoute et pas se laisser forcément aller à « Ah, c'est sympa, je vais écouter », c'est se poser la question. Déjà, les musiques à la radio, on sait que c'est un marché, donc après c'est comme si vous allez chez Leclerc. La radio, je ne veux pas dire que c'est comme si vous allez chez McDonald's, mais il y a de gros risques que quand vous écoutez de la radio, vous donnez du McDonald's à votre corps, malheureusement. Et moi, du coup, quand je suis tombé sur toutes ces preuves scientifiques, pendant 3 mois, je n'ai pas écouté une seule note de musique. J'écoute que du vinyle à la maison. Je n'ai pas écouté un vinyle. Je suis photographe de concert. Je ne suis pas sorti à un seul concert. Pendant 3 mois, je n'ai pas écouté de la musique pour comprendre en fait ces phénomènes-là. Et après, comprendre que oui, on vit dans un monde où c'est pas joyeux, quoi. Où si on s'enferme, on ne fait plus rien, quoi. Donc, petit à petit, je suis allé voir pour me réalimenter et trouver en fait des solutions alternatives et dire ouais, je savais pas que je mangeais quand même du McDo par tel ou tel morceau et que là, du coup, c'est refaire en conscience. C'est vraiment comment on se réinforme sur les capacités de... Voilà, du coup, je vous informe sur la musique et les sons et comment, du coup, ça peut avoir des effets directs sur nous. Hein? La musique classique, c'est bien quand même. Là, j'ai Vivaldi. Moi, je commence à faire des références d'anciens, parce que du coup, il y en a un paquet qui savaient en fait ces choses-là. Mozart, Beethoven et tout. Ils sont tous rentrés dans la franc-maçonnerie, parce qu'en fait, à cette époque-là, il faut savoir, c'est intéressant au niveau historiquement, la franc-maçonnerie se base sur l'enseignement pythagoricien. Et c'est Pythagore qui a codifié en premier la musique au niveau occidental et que l'enseignement en fait, des francs-maçons passe par cet enseignement pythagoricien et donc il y a de la musique. Et Mozart, Beethoven, Liszt, Lully, absolument tous les premiers, ils sont rentrés dans les loges franc-maçonniques parce que c'est comme maintenant, si on veut apprendre quelque chose, il faut aller à Harvard, à Oxford. C'était la meilleure université, on va dire, à l'époque pour ces enseignements scientifiques supérieurs. Et du coup, les 4 saisons de Vivaldi, où il y a énormément de choses qui ont été faites. Bach, Jean-Sébastien Bach, lui a travaillé sur les sphères harmonieuses ou sur des mouvements mathématiques, arithmétiques, qui fonctionnent vraiment sur le même principe. Parce qu'avant, on n'utilisait que 4 sciences pour comprendre l'environnement, et ces 4 sciences, il y avait la musique. Alors que maintenant, vous avez parlé à un scientifique de la musique, c'est les victoires de la musique, c'est pas une science. Alors qu'elle est vraiment connectée, parce qu'elle permet de quantifier mathématiquement des informations entre organismes. Et ça, on est en train de plus en plus de le travailler, parce que les sonothérapeutes, les musicothérapeutes, on voit de plus en plus les bols tibétains revenir, ou les gongs, parce que, pareil, les bols tibétains, ils sont en 432 Hz. Et il y a une partie, en fait, des instruments primitifs qui sont accordés sur cette fréquence. Ça, c'est quand même dingue. Vous se dites, tiens, avec toute la technologie qu'on a, puis eux, ils font des trucs sans avoir un fréquence-mètre et tout, et naturellement, ils arrivent à se connecter, quoi. Comme ce que je vous expliquais avec les Mayas, ils n'avaient pas de fréquence-mètre ou d'appareil pour savoir le taux d'absorption de la pierre et arriver à une fréquence qui est la même. Et c'est pas juste c'est un... Vous avez une variation de notes et vous entendez clairement un oiseau chanter, alors que vous avez fait qu'un chat. Ou ça, c'est à Tikal, à Chichen Itza, vous faites la même expérience, vous entendez un jaguar. Là, vous vous demandez où on est, quoi. Moi, je sais que mon cerveau, il a bugué quand j'ai entendu ça, parce que je me dis, comment une fréquence, puis après, c'est un ressenti, c'est une expérience où tout votre corps va rentrer en interaction et du coup, va avoir un problème par rapport aux enseignements qu'il a, parce que ça ne correspond pas. L'expérience physique et vécue ne correspond pas au programme et à l'enseignement qu'on a. C'est pour ça que moi, ça a été vraiment le déclic, parce que c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'on nous mentait sur déjà les possibilités, les capacités de la musique. Et que c'est pas que du divertissement qui a été créé depuis la Renaissance avec la famille des Médicis et la première marchandisation, le premier théâtre qui a été fait à Venise en 1637. C'est à partir de là qu'on a créé le divertissement et qu'on a utilisé les musiciens pour en faire des artistes. Mozart, c'était un peu comme Jimi Hendrix. Il était aussi déluré apparemment. Il est mort dans la fosse commune avec une dette énorme. Et il disait plus j'ai besoin de jouer pour mes dettes, quoi. Et
Et lui, ça a été vraiment un des premiers produits de la société de divertissement. Une question? Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était les concerts de plantes. Les plantes, en fait, Oui, oui. qui font de la musique. Et en fait, moi, j'aime écouter. Et c'est vrai qu'on a un alignement sur le corps. Et on a tendance à créer des racines avec la terre. Et c'est un bon procédé, en fait, pour se relier à la terre. Voilà, comme l'exemple, en fait, si on fait écouter de la bonne musique, ou genre du Pink Floyd ou Pachelbel aux plantes, on voit qu'elles sont rayonnantes, quoi. Elles sont plus vertes, il y a quelque chose. Et là, du coup, avec mon collègue, on est en train, nous, de travailler sur des sons organiques à base d'instruments cristal. Et là, depuis quelques jours, il nous parle d'un monsieur, lui, qui a développé, en fait, des oligosons à base, en fait, d'enregistrements sonores de plantes. Mais bon, là, en fait, ce qui est intéressant dans la science de la musique, c'est que c'est des mathématiques et ça marche avec des octaves. Et on a une palette audible. Les plantes, on le saurait depuis qu'on est tout petit, si elles parlaient ou si on les entendait. Donc du coup, il faut des micros spéciaux et il faut, on va dire, une technologie spéciale pour enregistrer et après changer en octave audible. Et là, pareil, j'ai un lien pour écouter des sons de plantes, c'est super bien. Parce que pareil, si on l'écoute correctement et tout, c'est un effet de bien-être qui est relatif, ce qui est très 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 intéressant. Et là, après, c'est pas que c'est le problème actuel où on veut une validation de la science, il faut passer par l'expérimentation, chacun, pour voir ce que ça fait, et voir tel ou tel son, ou comment on arrive vraiment à assimiler en fait cette information. Parce qu'il faut vraiment le comprendre, c'est une information qui va permettre de générer, d'activer en fait un développement organique ou de générer quelque chose de positif. Parce que moi j'ai remarqué qu'elle était beaucoup plus en fréquence avec la Terre plutôt que la 432. Elle est plutôt dans le 7,83 Hz. C'est vraiment... Après, il y a différents paliers, en fait, différentes harmonies comme le solfeggio, où là, du coup, il y a 317, il y a le 528 Hz qui serait connecté à la fréquence du chakra cœur. Donc du coup, il n'y a pas qu'une fréquence. Enfin, moi, du coup, je vous parle du 432 parce qu'on a trouvé le réel but thérapeutique et moi, je suis en train de creuser avec un ami sonothérapeute sur cette fréquence en particulier. Mais moi, personnellement, je ne creuse pas que sur celle-là non plus. Et que là, même juste là, je travaille aussi avec le solfeggio. Il n'y a pas le 432 dans le solfeggio, quoi. Et que là, ça permet de savoir au niveau des harmonies et des différentes possibilités qu'il y a des fréquences qui permettent de régénérer, de retrouver un équilibre par rapport aux 7 points déjà des chakras d'énergie. Et après, en fait, on en a 13 avec d'autres qui sont plus invisibles. C'est ce qu'on appelle la Merkaba. Je fais d'abord une petite introduction et après la question. Avec grand plaisir. On me préparait toujours à ça. Et je suis ignorant de tout ce que vous avez dit. Et je pensais qu'il y avait de la lumière, je suis rentré ce matin. Et j'ai la chance de vivre dans un lieu qu'on pourrait qualifier certainement de paradis. Alors je me réveille à l'aube le matin en général et j'attends une demi-heure que les oiseaux s'éveillent. Et j'entends dans la forêt à côté de la maison, donc le premier chant, juste après les dernières chouettes, etc. J'entends le premier chant des oiseaux qui sont toujours endormis, jusqu'à qu'une demi-heure après, à peu près, ils sont tous bien éveillés et ils sont partis. Et on les voit passer un peu partout, mais on ne les entend plus chanter. Et les soirs arrive la même chose approximativement, vers 19h30, quelque chose comme ça, il s'est replacé à niveau. Ça dépend de la saison après, je pense. C'est par rapport au coucher du soleil. C'est certain, exactement. Et donc, ils recommencent aussi à chanter et on entend que la fréquence descend. Je parle de fréquence, on entend que le son descend et il y en a qui s'endorment un peu plus tôt, d'autres qui continuent à chanter un peu plus tard et les chouettes reprennent derrière, etc. Et c'est vrai que ce son m'apporte un certain bonheur que je ne sais pas qualifier. Et j'ai d'autres exemples. Par exemple, les passages des oies sauvages dans leur migration. Dans la région où j'habite, ils passent 2 fois
Et quand on entend, souvent c'est la nuit, et on ne les voit pas, et on a cette notion de binaural, je pense, parce qu'effectivement on dirige notre regard vers l'endroit où on suppose qu'elles sont, et on les entend passer, et on entend, et c'est tout. Et quand ce ne sont pas elles, c'est la pluie, par exemple. Et alors on entend les gouttes de pluie dans l'herbe et avec la chute sur chaque brindille d'herbe, des choses comme ça. Ou c'est l'eau qui coule dans un ruisseau, ou encore un petit crapaud. Quelque chose comme ça, je veux dire, je ne sais pas qualifier ça. Pourtant, ça m'apporte de la... Là, c'est super bien, parce que c'est les sons de la nature, c'est les bruits de la nature. Et j'arrive à la question. Il fallait bien que je vous prépare. Elle me le dit tout ça. Et ma question, c'est donc, sans entrer du tout dans une position de complot, parce que j'assimile beaucoup ce que vous dites à cette notion-là, et il n'y a pas de complot. Non, parce qu'on parle des marchés, on parle des choses comme ça, alors enfin, je ne sais pas si ça c'est vrai ou pas, c'est une version, mais pour quelle raison aurait-on besoin d'autres sons que celui que j'entends tous les jours sans les avoir provoqués? Voilà. Mais en fait, voilà, là vous avez soulevé la partie en fait, de l'alimentation, déjà du soleil, parce que les oiseaux vont chanter, il y a certaines espèces qui vont chanter avec la lumière du jour, et certaines autres avec la tombée de la nuit. J'ai rencontré un oiseau formidable au Guatemala, au lac Atitlan, et cet oiseau, il fait... on dirait un chat. Et c'est uniquement, on va dire, 45 minutes avant la tombée de la nuit. Et direct, quand on entend ce son-là, on sait qu'il reste genre une demi-heure, on va dire, 2 jours, quoi. Et ils sont, eux, c'est, on va dire, une des preuves de cette alimentation lumineuse. Parce qu'eux, ils interagissent directement, ils savent, par rapport à ça, ils vont exprimer, en fait, un besoin, une interaction, tout simplement. C'est pour ça que c'est, on va dire, tous les jours à la même heure et tout, parce qu'ils sont en fonction de cette alimentation lumineuse. Et après, on appelle bruit de la nature. Alors, un bruit dans la nature, c'est positif. S'il nous amène une harmonie, ou sinon, il y a le bruit d'alerte, celui qui va nous alerter d'un danger et qui va avertir. Donc là, du coup, c'est une information où il ne faudra pas y aller. Mais du coup, les bruits de la nature nous permettent une évolution pour comprendre l'environnement. Alors que là, en plus, ce qui arrive actuellement dans notre société avec la notion de bruit, le bruit est nocif, c'est une pollution, clair et net. Et en plus, ils ont changé les lois, je crois l'année dernière, où le bruit n'est plus en fait un problème sanitaire dans les métiers. C'est devenu banalisé, parce que genre, j'ai un gros dossier sur la musique en tant qu'instrument de torture, à Guantanamo ou dans différents lieux, où on utilise réellement le bruit et la musique pour rendre fou les gens. Et que c'est un des meilleurs instruments de torture parce qu'il n'y a aucune séquelle intérieure, par exemple. Un bruit peut rendre fou. Mais là, pour la nature, l'avantage, c'est que la nature, elle ne nous rend pas fous, elle donne que des harmonies, puisqu'on a une interaction, donc c'est comment on va se connecter, ou avoir un champ, on va dire une zone d'harmonie avec tel ou tel minéraux, végétaux ou animal. Et c'est eux qui nous permettent justement de mieux nous recentrer, de comprendre nos besoins, parce que c'est des sons naturels, et qu'on n'a pas besoin de les comprendre, parce qu'on est bien avec eux. C'est pour ça qu'on est si bien dans la nature, ou qu'on est apaisé, parce que c'est des sons qui nous correspondent vraiment par rapport à l'alimentation qu'on doit avoir. Et qu'on revient, c'est ce qu'on appelle l'état de nature. C'est une des bases, un des fondements en fait, de notre évolution, c'est se retrouver dans l'état de nature pour vivre sainement. C'est juste ça. Et se nourrir du coup de nos collègues, c'est tout. Comme nous, on les nourrit aussi avec cette puissance de l'aura et du coup de ces énergies électromagnétiques qu'on renvoie à ces autres règnes. Parce que c'est une interaction, on n'est jamais tout seul, hein. C'est toujours des ping-pong qu'on fait, et le bien-être que vous recevez, comme je l'ai souligné avec les 5000 fois plus puissants du cœur au niveau électromagnétique, pour renvoyer ça aux oiseaux, pour renvoyer ça. Et ça, du coup, on ne nous l'explique pas encore, parce que c'est du domaine de l'invisible.
Et que là, on est dans une période où on commence, avec par exemple la physique quantique, à pouvoir exprimer cet invisible et à pouvoir le nominer pour mieux comprendre justement et pas en avoir peur, pour réapprivoiser en fait ces capacités qu'on a et pouvoir vivre en interaction avec notre nature. Parce que là, on vit dans la jungle urbaine. À un moment donné, il faut qu'on revienne en arrière, quoi. Merci en tout cas, c'était très très pertinent. C'est jamais long quand c'est bien. Le temps n'existe pas. Donc... Ouais, je voudrais juste rajouter que si on fait écouter de la musique aux plantes, il ne faut pas oublier de les hydrater après. Parce qu'elles perdent pas mal d'eau en fait en écoutant aussi. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Nous, on est obligé de se réhydrater aussi en tant qu'organisme vivant. Mais après, oui, ça dépend. Sur l'exemple des festivals, les gens se réhydratent beaucoup en bière, par exemple. Donc oui, non, mais c'est une des fondamentales, parce que là, il y a un phénomène d'information et d'afflux. Donc du coup, il y a un bien-être, il y a une stimulation en fait qui s'opère. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... C'est juste dans la stimulation organique qui va avoir le phénomène mécanique, en fait, physique c'est pas qu'on gaspille, mais du coup, on va utiliser de l'énergie et on est obligé de réinjecter, en fait, de l'eau par rapport à sa capacité mémorielle et du fait qu'il faut qu'on s'hydrate par rapport à ça. Ouais. Donc oui, c'est une des fondamentales chez tous les organismes vivants. À part les pierres, mais ils sont constitués d'eau à la base aussi. Mais on les hydrate pas, c'est cool. Je voulais poser une question. Alors, j'habite près d'une salle des fêtes où de temps en temps, il y a un boom. Et on est invité. Il y a ce son-là. Les mauvaises basses fréquences et tout ce qu'on appelle les subs. Le marteau pilon. Alors moi, ça me donne envie de tuer tout le monde. Je vous comprends. Mais alors, je me suis toujours demandé comment il pouvait supporter ça pendant 5 heures la nuit. Alors là, c'est un phénomène très intéressant parce que c'est relativement récent avec les nouvelles technologies. Moi, j'ai subi ça en festival de musique. On a commencé à poser des subs et à descendre en fait en fréquence pour tout ce qui est musique électronique. Et du coup, rajouter en fait des fréquences qui tapent ici. Physiquement, vous le ressentez, hein, c'est un truc horrible. Et c'est tous des basses fréquences où au cœur, ça dépend des gens, mais généralement, ça va impacter l'estomac et on se sent mal. Et en plus, ça va nous triturer. On mange n'importe quoi, c'est de la bouillie. Parce que ces sons-là, ils sont faits justement pour descendre la vibration des gens. Et c'est un truc où en plus c'est des trans, parce que du coup c'est de la musique un peu trans et tout, mais qui descend la vibration. Et le problème c'est qu'en plus, vu que c'est les salles des fêtes, les lieux comme ça, à part les salles de concert agréées, qu'on appelle maintenant des SMAC, c'est pas des bisous, c'est des salles de musique actuelles, c'est certifié par l'État et c'est labellisé comme étant un label. Et eux, ils ont de l'acoustique qui permet de ne pas avoir de nuisance derrière. Le problème de ces lieux-là, c'est que du coup, il y a une diffusion, une propagation qui va nuire du coup aux voisins. Et que là, du coup, ça s'impacte parce que la pierre et l'absorption à l'intérieur ne permet pas de cloisonner. Et du coup, il y a une diffusion où vous avez les restes en fait de cette pollution, quoi. Et moi, ça m'arrive aussi régulièrement d'aller toquer chez mes voisins ou parce que du coup je travaille sur ce truc-là, aussi bien pour eux que pour moi, je ne veux pas avoir de pollution, mais c'est devenu une banalisation depuis 10 ans. Et c'est horrible parce que du coup, les gens... Là, ces fréquences-là, vraiment là, les subs, ça fait 10-15 ans, vraiment. Hein. Ça a été évolué, mais beaucoup plus... Et là, après, on a des normes où normalement en France, c'est 95 décibels. Donc normalement, suivant les lieux, on ne devrait pas avoir ces impacts-là. C'est juste des gens, genre là c'est le constat où ils ne sont pas sur la législation, ils ne respectent pas par exemple les 95 ou 98 décibels. Je crois que c'est 98, hein, 95 c'est les Suisses. Je me suis laissé dire que ce son imitait les bruits de battement du cœur. Et donc on retrouvait le son. Non,
non, ça encore. Après, du coup, ça peut être au niveau des fréquences, mais c'est pas encore pareil. Je travaille avec des musiciens et je prends leurs battements de cœur. J'ai fait des expositions où, avec votre main, vous pouvez toucher les battements de cœur. Et c'est encore différent. Parce que, pareil, les battements de cœur, je ne savais pas. Là, j'ai 60 grands musiciens où j'ai leurs battements de cœur et je dois en avoir 150. On a tous notre rythme différent. Il n'y a pas un rythme où les gens qui disaient, il y a une partie de la science qui dit peut-être qu'on aurait posé le temps ou qu'il y a des choses qui sont en relation avec les pulsations du cœur. J'en ai sur un site, là j'ai développé un projet qui s'appelle le Sound Art Project. Vous pouvez en entendre dessus, vous en écoutez 10, 15, 20, vous apercevez en fait qu'on ne peut pas quantifier ça, c'est pas possible. Donc ça c'est assez intéressant. Au niveau de la fréquence, ils essaient juste de descendre, c'est plus au niveau vibratoire. Parce que du coup ça va impacter aussi au niveau électromagnétique, électrique notre cœur, et ça crée une dérégulation en fait de l'information et de la transmission de l'information. Mais pourquoi prennent-ils tant de plaisir à écouter ça? Parce qu'on a banalisé ça avec le divertissement et l'oppression qu'on peut voir maintenant. Moi du coup je deviens un vieux jeune, j'ai 36 ans. Et je sors plus, j'ai une hygiène qui est un peu trop saine alors que normalement je suis rock'n'roll. Et je m'aperçois en fait que c'est tellement banalisé parce qu'en fait on est dans une société qui nous oppresse et que, comme je vous l'expliquais, la musique est un tampon à la violence. C'est un rituel un peu sacrificiel d'avant, du temps du chaman. Et en fait ce conditionnement, ça permet de se lâcher. Il y a un lâcher-prise et du coup en fait dans la violence de ces fréquences, les gens sont apaisés. C'est une thérapeutie du mal par le mal, malheureusement. Et ça a été banalisé par les gens qui n'ont pas encore pris conscience que que la fonction divertissement, à un moment donné, il faut mettre la fonction médecine ou être conscient du coup des fréquences qu'on envoie. Et ça, c'est vraiment banalisé. Moi, je travaille avec beaucoup de festivals, avec des salles de concert, et là, je parle de plus en plus avec les ingénieurs son et tout pour comprendre ça. Ils ne sont pas du tout au courant. C'est parce que ça a été genre une norme qui a été mise, et après, c'est les modes, c'est les festivals, les modes. Là, on est dans les années 2010, on fait de la musique comme dans les années 80, avec des claviers froids, synthétiques, et on suit en fait des modes. Et eux, ils suivent les modes, et ils n'ont pas en fait le déclic en fait sanitaire. Parce qu'on leur a dit que c'était comme ça depuis des années, et on a complètement oublié de revenir sur ce point-là. Et moi, je suis un des vieux jeunes là, qui revient et qui leur dit, les gars, ce serait cool qu'on conscientise un petit peu la musique et qu'on arrête un petit peu de se dérégler nos organes juste parce que c'est la fête, quoi. Ou c'est une excuse parce qu'on est triste toute la semaine et puis qu'il faut qu'on se défoule, quoi. Ils sont très conventionnés. Ils sont conventionnés, normalisés. La musique, ce qui est horrible, c'est que, pareil, l'accordage qui a été bloqué en 1939 en Angleterre, après, qui a été imposé comme un ISO. Un ISO, c'est un standard industriel et commercial sur l'accordage. C'est comme si, je vous disais qu'en peinture, on avait dit aux peintres, ils vont n'utiliser qu'un pigment rouge ou qu'un style de pinceau. On a touché à un point de conceptualisation d'un art. Donc il y a bien un but là-dedans. Et vu qu'on a marchandisé cet art-là, il y a une interaction assez probante, on va dire, sur l'utilisation, et après de constater ce que ça peut faire aux normes sanitaires, c'est voulu. C'est voulu, malheureusement. On commence à s'en apercevoir, c'est ça qui est bien, parce que là on peut vraiment partager et amener du coup des réflexions, après libre à chacun d'aller où il veut, mais le principal c'est d'avoir les connaissances et d'être conscient de ce qui se passe. Après, libre, on a tous nos libertés, si on veut se faire du bien ou du mal, c'est les expériences de la vie de chacun. Mais autant qu'on puisse avoir les bonnes informations, les informations conscientes qui permettent de dire où il y a danger ou pas, où les risques liés à positif et négatif, et pas nous vendre un marché en disant que le positif, comme les notices des médicaments.